Donc on va démarrer doucettement et puis on est en petit comité, mais ça va être bien du coup. Alors, donc moi je m'appelle Magali Aubé-Dezonné, je dirige un cabinet qui s'appelle Marque d'intérêt. Mon cœur d'activité, c'est d'accompagner finalement les entreprises sur la définition et le déploiement de leur marque employeur. Et donc, j'interviens notamment sur le territoire normand avec toute une série d'entreprises, à la fois de la PME, de l'ETI, des organisations. Et puis, voilà, on travaille soit en individuel, soit en collectif. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir mon certification Calliope. Un vrai bonheur. Alors, je vous propose de démarrer par un élément, un constat, parce que finalement, quand des entreprises, des organisations viennent voir une structure comme la mienne ou d'autres, on vient souvent, non pas parce que dans un premier temps, on veut mettre en place une démarche marque employeur, mais on se dit souvent, j'ai mal quelque part. Et les symptômes sont assez nombreux et j'imagine que vous allez vous reconnaître dedans. On a bien vu, notamment sur l'année 2023, les chiffres en termes de turnover et d'absentéisme qui se sont largement développés. On a vu aussi et on en a parlé juste avant mon intervention, de l'attractivité du territoire, avec finalement ce lien fort entre les deux. C'est attractivité des entreprises, attractivité du territoire, comment ça se passe. C'est véritablement, on discutait ensemble à l'instant avec le monsieur juste avant, c'est comment finalement aussi l'entreprise utilise des éléments d'information à sa disposition, soit par les agences d'attractivité, soit en effet par les EPCI, pour dire, ce sont aussi des éléments d'attractivité que de dire, voilà ce qu'on peut trouver sur mon territoire, voilà, on peut trouver aussi des éléments, des jobs pour mon conjoint ou ma conjointe, l'offre en termes d'éducation va me permettre aussi de venir sur ce territoire. Donc, je vous invite aussi, et j'invite les entreprises à véritablement se rapprocher de ces partenaires, de ces parties prenantes locales, pour qu'en effet, il y ait ce lien fort qui se noue entre votre entreprise et le territoire. On a un déficit d'engagement. Ce déficit d'engagement coûte en généralement cher aux entreprises. Et je dirais que on le mesure pas assez. Il y a tout un effet finalement de coût induit entre le turnover, l'absentéisme, le déficit d'engagement qui ne sont jamais mesurés par les entreprises et qui mériteraient de l'être. Et ce déficit d'engagement, on en a beaucoup entendu parler. On a parlé notamment de démissions silencieuses. Et finalement, dans ces cas-là, ce qui nous est dit dans les entreprises, notamment des DRH, c'est que nombre de collaborateurs ne se sentant plus motivés ou engagés ou en alignement, font juste leur fiche de poste. Et quand je dis juste leur fiche de poste, voilà, on n'est pas dans une dynamique qui est aux côtés du déploiement ou développement de l'entreprise. Pour autant, je n'incrimine pas forcément les collaborateurs. L'idée, c'est de comprendre pourquoi, d'où vient ce désengagement, pour essayer d'aller chercher finalement des solutions. Les métiers en tension et pénurique, je dirais, je dis souvent, je ne sais même plus pourquoi je mets cette petite ligne-là. Madame de Manpower, vous pourrez nous en parler certainement aussi. Mais véritablement, il n'y a pas un secteur d'activité qui ne soit pas touché. Pendant très longtemps, par exemple, le monde de l'expertise comptable, où je pensais que c'était assez fluide, les experts comptables sont en mal d'experts comptables, d'auditeurs. Ils sont en mal aussi de gens qui, maintenant, aussi ont une problématique avec l'image que leur envoie le métier. Donc, parfois, on a à la fois des problématiques parce que, en effet, il n'y a pas assez de candidats sur le territoire, mais il y a aussi parfois du désaffection, un désengagement vis-à-vis de l'image que peut renvoyer tel ou tel secteur d'activité. J'ai un sujet qui me touche particulièrement, c'est la transmission des savoir-faire. On est dans un salon industriel et on sait en effet que toutes les PME et entreprises qui sont présentes ici, elles sont liées intimement à un savoir-faire, à une technicité, à un certain nombre d'éléments de ce type-là qui font que c'est véritablement leur ADN. Et on voit bien que si j'ai du turnover, si j'ai de l'absentéisme, si j'ai des départs en retraite d'importance, qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas anticipé ces éléments-là? Parce que souvent dans l'entreprise, et vous le remarquez, on est dans la tradition de l'oral et pas dans la tradition de l'écrit, eh bien je perds mon savoir-faire. J'étais tout à fait récemment
avec le DRH de Guy Degraine à Vire, bien connu. Il va avoir ils sont 200 et quelques sur Vire. Dans les 8 prochaines années, 87 départs en retraite. Et donc, véritablement, pour lui, quand je lui demandais c'est quoi votre stratégie d'entreprise et quelle déclinaison stratégie RH, il m'a dit, moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai une stratégie RH, il faut absolument que je la mette en œuvre, il faut que je puisse accompagner ce départ-là pour qu'il y ait cette transmission, parce qu'autrement, c'est ma stratégie d'entreprise qui va, qui va vraiment avoir des retentissements négatifs. Donc, vous voyez, là, on a un vrai sujet, et c'est un sujet aussi qui est intéressant parce que, finalement, accompagner ses collaborateurs sur cette transmission, détecter les gens qui sont en capacité de le faire avec une pédagogie ou mettre des outils en place, c'est aussi travailler la reconnaissance et d'une certaine manière, finalement, la fidélisation et l'engagement de vos collaborateurs. Et puis la fuite des talents, j'en parle parce que dans le monde industriel aussi, on a beaucoup d'apprentis, beaucoup d'alternance sous toutes ces formes et que souvent, notamment la PME me dit, voilà, j'ai engagé de l'argent, j'ai engagé de l'énergie. J'ai mis un tuteur à ses côtés. On a travaillé pendant 1, 2, 3 ans, voire plus parfois, suivant comment les choses se sont déroulées. Et il s'en va. C'est-à-dire que ce sentiment, en plus de finalement un peu d'échec, de frustration, qui fait que son collaborateur s'en va, alors que finalement, on l'avait engagé pour finalement venir rejoindre les rangs de l'entreprise. Donc, j'imagine que vous êtes peut-être dans ces situations-là. Ou finalement aussi, quand je rencontre les entreprises, qu'est-ce qu'on me dit? C'est que finalement, c'est plutôt une stratégie millefeuille qui vive et comment finalement on trouve des solutions à mettre en place. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Est-ce que vous les vivez? Quelqu'un veut éventuellement... Monsieur, non? Des choses que vous... Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces symptômes que j'ai énumérés il y a quelques instants? Ah, très bien, très bien, très bien. OK. Alors, ce que je voudrais évoquer, finalement, c'est parce que je pense aussi qu'il faut nous remettre dans un prisme un petit peu différent et prendre en compte aussi que notre nouvelle génération, mais les collaborateurs d'une manière générale qui partent de vos entreprises, quel que soit leur âge, vivent maintenant avec de nouveaux usages, de nouveaux comportements, de nouvelles attentes. Et si finalement l'alignement de ce que l'on propose n'est pas aligné finalement avec ces attentes-là ou avec ces usages, il est fort probable qu'il y ait une forme de dichotomie entre la manière dont on va leur proposer une offre RH et la manière dont finalement ils vont le réceptionner. Donc, bon, là on parle notamment des réseaux sociaux. Mais vous voyez, par exemple, ce que je remarque, moi, dans les entreprises, c'est que globalement, l'utilisation des réseaux sociaux est plutôt dédiée à une vocation commerciale, et plutôt, vous le faites plutôt bien. En général, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vos sites Internet, d'ailleurs, sont plutôt aussi tournés commercial. Mais finalement, quand il s'agit de donner à voir ce qu'est l'entreprise et pourquoi on viendrait la rejoindre, là, on a déjà un petit peu moins d'entreprises. Je voudrais aussi vous exprimer quelque chose d'important, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a une forme de porosité des mondes. Avant, il y avait une forme de cloisonnement qui faisait que transpirer l'information, vous vouliez bien donner. Maintenant, on a toute possibilité de savoir un petit peu ce qui se passe chez vous. Parce que d'abord, on va aller, peut-être on connaît quelqu'un qui va pouvoir nous renseigner. Et puis, on voit bien que de toute façon, les DRH me le disent, je sais quand un candidat s'est renseigné sur mon entreprise auprès de collaborateurs parce qu'il sait des choses qui n'ont pas été avancées par ailleurs. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe, et donc une forme de transparence, elle ne doit pas être à outrance, mais en tous les cas, elle est bien présente, et il faut y être attentif. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut pouvoir prendre en compte. Il y a un élément qui finalement aussi est important, et que finalement on passe quand même énormément de temps en tant que collaborateur à son travail, ou même en tant que dirigeant, et finalement on voit bien aussi que moi, je viens de Caen, j'avais la radio ce matin. Faut un moment, il faut mettre de la musique, quoi. Je veux dire que c'est quand même quelque chose où il faut être solide. C'est vrai que si on veut une bonne nouvelle et si on veut... on n'entend pas, par exemple, que l'industrie est florissante et on n'entend pas qu'il fait bon vivre en Normandie. Donc, voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que finalement, on a aussi des collaborateurs qui arrivent dans vos structures avec toute une forme d'anxiosité qui est créée par ce qui se passe actuellement. Et forcément, vous êtes aussi
quelque part le réceptacle de tout ça. Et ça vous amène parfois aussi à gérer des difficultés en entreprise auxquelles vous n'étiez pas confrontés. On parle beaucoup de santé mentale, on parle de précarité, on attend de vous un certain nombre de choses. Beaucoup de DRH me disent, mais de toute façon, à chaque fois que je fais les entretiens pro, qu'est-ce qu'on me demande? Une augmentation. Or, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais finalement aussi pour apporter du pouvoir d'achat complémentaire qui va faire que, au-delà du pouvoir d'achat, les conditions qui vont finalement peut-être inciter les gens à rester et se dire que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et que j'ai peut-être intérêt à rester dans cette entreprise. Donc, je ne vais pas vous les énumérer, mais en effet, ils sont là et on voit bien que c'est quelque chose qui fait en sorte finalement qu'on peut arriver aussi de temps en temps, pas complètement hermétique à ce qu'on a vécu dans la matinée ou dans la soirée, et qu'on vient avec dans l'entreprise. Un chiffre d'importance, c'est un chiffre du job board Hello Work, hein, bien connu en France et qui malheureusement récemment a vécu une tragédie. 90% des candidats se renseignent sur l'entreprise avant de candidater. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, finalement, un candidat, il a une offre d'emploi. Tiens, ce qu'il me propose me semble correspondre à mon job, à mon métier. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Alors, comment il fait pour aller plus loin? Il va vous sur votre site. Nombre de personnes que je suis ou de clients. Très peu ont une page carrière, par exemple. Quand je dis une page, il ne s'agit pas forcément d'avoir quelque chose d'extrêmement important, mais ou alors, s'il y a la page carrière, il y a juste les offres d'emploi de manière assez brutale. Il n'y a pas d'informations sur ce qu'est l'entreprise, sur quel projet on propose aux collaborateurs, des choses finalement, somme toute banales, parce que vous les avez en vous et elles existent. Simplement, elles ne sont pas communiquées. Vous avez par exemple aussi, les job boards sont très peu ou très mal renseignés, alors qu'ils mériteraient d'être renseignés plus avant sur l'entreprise. Vous avez les offres d'emploi qui contiennent très peu d'informations finalement, et nombre d'entre elles ressemblent à des descriptions de postes et non pas à des offres d'emploi. On voit bien qu'on est aussi dans une opération séduction puisqu'on est en pénurie, puisque le marché est tendu. Donc je vous invite à réenvisager et à voir finalement comment vous pouvez mieux finalement valoriser qui vous êtes, et souvent vous avez plein d'armes pour ça. Donc vous avez aussi les nombres d'entreprises ne vérifient pas par exemple leur notation employeur, et puis parfois elles sont dévastatrices. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça où il faut aussi se dire, je me renseigne sur l'entreprise. Ça peut être ne serait-ce que de la notoriété, hein, sur un territoire, en localité, on a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme on le dit souvent, qui travaille dans cette boîte et qui va vous dire où qui a travaillé et qui peut vous finalement transmettre une image positive ou négative de l'expérience qu'il a vécue chez vous. Toujours chez Hello Work, je vous montre cette diapo parce qu'elle est assez symptomatique finalement. Et finalement, moi, elle est un petit peu le pivot de mon intervention pour vous dire, pensons différemment et interrogeons-nous véritablement sur les attendus des candidats. Voyons comment nous sommes alignés, j'en parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'en clair, c'est les éléments jugés importants par le candidat. Ce qui est... peut-être que madame, vous pourrez nous intervenir, et ce qui est indiqué systématiquement par les recruteurs. Dans la notion de recruteur, on entend tout, hein. Ça veut dire une société d'intérim, ça veut dire une DRH, ça veut dire tous ceux qui ont à un moment ou à un autre vocation à recruter. Et vous voyez le différentiel entre les attendus d'un collaborateur, d'un futur candidat, et finalement ce qui est systématiquement mis en avant. Je voudrais préciser une chose pour le vivre au quotidien, c'est que le systématiquement mis en avant ne veut pas dire que si ça n'existe pas ici, ça n'existe pas dans l'entreprise. Par contre, ça veut dire que ça n'est pas valorisé dans l'offre d'emploi. Mais j'aurais pu mettre élément offre d'emploi, j'aurais pu mettre élément site carrière, j'aurais pu mettre un certain nombre de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble de ces items, il est intéressant de se poser de la question, comment moi, entreprise, sur ces sujets, je me positionne. Qu'est-ce que je peux donner à voir de ce que je fais, des initiatives, des actions qui sont les miennes, qui font que je vais pouvoir répondre à cette question. Il ne s'agit pas d'être la meilleure des meilleures, mais il s'agit de dire, même si par exemple en RSE, vous êtes au début de quelque chose, ben voilà, nous allons entamer une démarche et venez nous rejoindre parce que nous... Voilà. Donc il y a des choses qui sont...
Je pense qu'il faut être factuel, il ne s'agit pas d'embellir la mariée, il s'agit de dire ce que l'on fait. Et ce que je remarque la plupart du temps, c'est que vous avez tout chez vous. En tous les cas, de mon point de vue, et c'est une conviction qui me porte, c'est que tout le monde a une marque employeur. Simplement, elle n'est pas valorisée, diffusée, communiquée. Vous avez tous en vous des choses à dire. Petite anecdote, quand je rencontre une entreprise, ou quand je rencontre notamment un dirigeant, les DRH ont un peu plus de temps parfois, le dirigeant me dit Magali, j'ai une demi-heure. Simplement, quand vous commencez à lui parler passion, quand vous commencez à lui parler métier, quand vous commencez à lui parler de la manière dont il a fondé, créé son entreprise, vous y restez des heures. Et déjà, ne serait-ce qu'en prenant en note tout ça, vous répondez pour une part à un certain nombre d'éléments de ce type-là. Donc, je vous invite à regarder ça avec attention et de se dire, et si je pouvais répondre finalement à chacun de ces éléments. Un point quand même d'importance, c'est qu'il y a encore trop d'entreprises qui ne mettent pas le salaire sur leur offre d'emploi. Et ça, actuellement, c'est un élément discriminant. Je suis imaginons je veux changer de job, changer de boîte. En général, si je veux changer, c'est parce que j'ai des contingences quand même. Je veux gagner mieux, je veux changer, je veux évoluer, je veux avoir de la responsabilité. A priori, je ne vais pas aller chercher quelque chose pour gagner moins. C'est assez basique. Mais il n'empêche que j'ai besoin de savoir et de me projeter. Et puis, peut-être que quelque part aussi, c'est éviter de faire perdre mutuellement du temps aux recruteurs et aux futurs recrutés. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que parfois, je sais que c'est compliqué, mais il n'empêche que ça permet éventuellement de mettre une fourchette. Dans cette même étude, les candidats sont prêts à accepter une fourchette de l'ordre de 5 000 €. Bon, ça laisse quand même de la marge. Vous voyez bien que tous ces éléments-là, quand je parlais marque employeur, comment booster votre attractivité, sont autant d'éléments qui vont faire que finalement, dans le tunnel de conversion, tel un client, je vais envoyer mon CV ou je ne vais pas envoyer mon CV. Est-ce que je vais arrêter en cours de route mon processus? Est-ce que finalement, même si l'emploi me plaît bien, les réponses à ces questions ne sont pas là, finalement, je vais peut-être passer mon chemin. Donc, je vous invite à regarder ça parce que c'est intéressant. Pour compléter le propos, on voit bien aussi que le top 3 des recherches des candidats, c'est bien sûr sur Google. Peu de gens ont, par exemple, un Google My Business assez mis à jour, développé, qui permettrait aussi de dire des choses dessus. Les avantages, la notion d'avantage, elle peut prendre des formes très différentes, pécunier, pas pécunier, mais elle peut mettre en avant un certain nombre d'éléments. Et les valeurs, qui m'amène à dire aussi une chose importante actuellement, c'est que finalement, on ne vient pas simplement chercher un job, mais on vient chercher les conditions dans lesquelles ils vont s'opérer. Et ça, c'est le cœur du réacteur pour moi. Qu'est-ce qui va faire que finalement, on va dans une entreprise plutôt qu'une autre? À poste égal, grosso modo, à salaire qui correspond au marché, on va bien aller chercher quelque chose d'autre, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui va faire qu'on a envie d'aller rejoindre l'équipe, un projet, un dirigeant, parce qu'il va nous emmener dans quelque chose, dans une histoire. Donc là, véritablement, pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est le cœur du sujet sur lequel on ne s'arrête pas suffisamment. Souvent, les valeurs, la culture, elle est ambiante, elle existe bien évidemment, mais comment je la formalise, comment je prends le temps de dire si vous venez chez nous, voilà comment ça va se passer, comment les pratiques managériales sont chez nous, comment elles sont alignées aux valeurs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment on va vous accompagner, comment on va mettre un certain nombre de choses en place pour que vous soyez bien et que finalement ce soit gagnant-gagnant dans le marché qui va nous occuper. Alors, vous voyez bien que finalement, on a un paradigme qui s'est inversé. On a avant des gens qui, entre guillemets, ceux qui étaient les recruteurs avaient certaine forme de pouvoir, je le mets entre guillemets, mais malgré tout, et qu'actuellement, finalement, moi j'ai des DRH qui me disent je deviens commercial. Je deviens commercial de mon entreprise. Donc c'est intéressant de regarder ça parce que ce n'est pas la même posture, parce qu'on n'avait pas l'habitude, parce que parfois on peut être aussi désarçonné. Je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas le coup de baguette magique. Mais moi j'ai récemment une DRH qui me disait, à la fin d'un entretien, j'ai un collaborateur, un candidat qui me dit « Et vous madame, pourquoi vous avez rejoint l'entreprise ?» Bon, elle est DRH, elle a l'habitude des entretiens, donc elle n'a pas été longtemps déstabilisée, mais elle me dit « Je n'avais pas ce genre de questions auparavant. » Il y a une forme d'égal à égal qui est en train de se mettre en place, de volonté de transparence, de comprendre pourquoi on rejoint quelqu'un, et qui finalement, avant, c'était plutôt descendant. Donc il faut se préparer à ça.
quand je dis il faut se préparer à ça, ça veut dire que peut-être, si vous êtes dirigeant, si vous êtes DRH, peut-être que vous, finalement, l'argumentaire, vous le tenez bien, mais il n'est pas sûr qu'à tous les niveaux de l'entreprise, ce soit maintenu de la même façon que le vôtre. Donc c'est aussi de dire comment je partage le discours recruteur, comment je pitch ma boîte en tant qu'employeur pour dire venez nous rejoindre. Et donc ça c'est intéressant à regarder parce que ça vaut peut-être le coup aussi d'accompagner certains des managers qui sont amenés aussi à faire du recrutement ou à être dans des réseaux pour aller finalement sourcer de futurs candidats qui pourraient vous rejoindre. Alors j'aime bien cette petite phrase, hein, c'est mes petites citations de temps en temps. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Ben, je crois qu'on est un petit peu là-dedans en ce moment. Hein, on va devoir de toute façon changer nos pratiques, changer notre façon d'envisager les choses, le prisme, le regard avec lequel on va se poser les questions. Et on est bien finalement dans une transformation du métier RH. On va passer quand même sur du marketing RH. On va devoir s'interroger sur que sont-ils, que font-ils, que veulent-ils, qu'est-ce que je peux proposer moi? Comment finalement ces deux offres vont venir se rejoindre et faire en sorte qu'on s'entende et qu'on fasse un bout de chemin ensemble? Alors vous avez dit marque employeur, c'est quoi cette bête-là? Cette bête-là, c'est un petit peu un mot fourre-tout finalement. Hein. On y met beaucoup de choses, mais comme je vous le disais, c'est comme M. Jourdain, beaucoup de gens font de la marque employeur sans le savoir. Là, c'est un concept, hein, c'est bien de le diriger vers un concept, mais il y a plein de choses que vous faites que vous pouvez valoriser. Et déjà, en s'interrogeant simplement sur le fait de dire qu'est-ce que je mets en place factuellement, c'est autant d'éléments déjà positifs que vous pouvez valoriser auprès de vos futurs candidats. Alors, ce que j'aimerais dire que finalement, est-ce que la marque employeur existe en tant que telle? Ben moi, j'ai l'impression que non. Puisque finalement, avant tout, de quoi on va parler? On va parler de la marque. Vous avez chacun des entreprises avec un nom fort, avec une identité, avec des fondations, avec un métier, avec des savoir-faire, avec une histoire. Eh bien, finalement, c'est bien de ça dont il s'agit. Eh bien, cette marque, finalement, elle va se déployer soit dans une politique commerciale, soit dans une politique plutôt corporate où je vais en effet évoquer ma stratégie, mes engagements, mes convictions, mes valeurs, mes performances. Et puis aussi, elle aura son pendant employeur. Donc finalement, la marque en tant que telle, pour moi, n'existe pas. C'est bien une question de marque de votre entreprise qui va se décliner, se déployer vers ou le commerce, ou la stratégie, ou l'employeur. J'aime bien aussi faire ce petit parallèle finalement entre la manière finalement dont une entreprise met en place un certain nombre de choses pour ses clients et ses prospects. Hein, et souvent, elle engage de l'argent. On est ici dans un salon, hein, c'est typiquement ce qu'on pourrait dire. On est ici dans un salon. Eh bien, typiquement, je déploie de l'énergie pour fidéliser mes clients. Je déploie de l'énergie pour aller chercher des prospects. Est-ce que finalement, l'énergie, les financements que vous mettez en place pour eux, vous mettez la même chose de manière équivalente pour vos candidats et vos collaborateurs? Je vous invite à regarder ça. Parfois, c'est un peu étonnant. Hein. Les DRH sont très peu pourvus d'un budget qui permettrait de faire un vrai déploiement, une vraie démarche de marque employeur. Donc, c'est intéressant de regarder ça. On appelle ça la symétrie des attentions. Parce que finalement, regardons un petit peu comment, finalement, les actions que je mets en place pour mes clients, est-ce que je pourrais imaginer un parallélisme que je pourrais mettre en place pour mes collaborateurs, de manière identique pour le prospect et le candidat? Je vais vous raconter là aussi une petite anecdote. J'ai accompagné une entreprise dans le monde du verre. Ils sont allés à Batimat. Et bien sûr, c'était une démarche commerciale à proprement parler. Simplement, cette fois-ci, ils avaient réenvisagé un peu leur design, ils avaient réenvisagé leur logo, ils avaient réaffirmé leurs valeurs. Et la DRH a décidé finalement de se dire, moi, je vais accompagner mes équipes commerciales sur Batimat. Première fois. Finalement, à part le temps de la DRH, ça ne lui a coûté 0. Simplement, elle s'est dit deux choses. D'abord, on va dire qu'on recrute. Hein, on va l'exprimer, on va peut-être le réaffirmer. Deuxièmement, finalement, j'ai des visiteurs, c'est peut-être des candidats passifs. Tiens, si je pouvais... voilà, j'ai peut-être sémé des petites graines. En tous les cas, même s'ils ne viennent pas me voir, ils voient que l'entreprise recrute. Peut-être qu'ils vont me suivre après sur les réseaux et je vais entamer une relation. Et puis, finalement, elle s'est dit aussi...
Je vais pas débaucher à côté, mais j'ai quand même mes concurrents juste à côté. Et peut-être que certains d'entre eux ont envie d'aller voir ailleurs. Ben, il n'empêche que cette démarche-là, un petit peu de côté, où ça rassemble finalement le monde du commerce et le monde de l'emploi, ben, il y a peut-être des choses à faire au sein de votre entreprise qu'on n'imagine pas et qui permettraient finalement d'aller sourcer différemment de futurs candidats. Alors la marque employeur, c'est quoi en termes de définition? Ben, quand la marque, elle, s'adresse à vos clients, à vos consommateurs, ben, la marque employeur, elle, s'adresse aux collaborateurs et aux candidats. Quand vous évoquez, comme sur ce salon aujourd'hui, pourquoi finalement il faudrait acheter vos produits, quels sont les avantages, les bénéfices clients que vous mettez en place, ben, en face, pour le candidat, on va aller lui faire une promesse, on va lui faire une offre RH qui fera qu'elle soit différente, différenciante du copain d'à côté, de telle sorte que vous puissiez finalement l'attirer dans vos filets. La marque employeur, finalement, repose sur quoi? 3 piliers. L'identité, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une pro là-dessus, j'adore ça. C'est vraiment votre ADN. Prenez le temps de dire qui vous êtes. Hein, cette singularité, ce qui va faire la petite différence, la petite touche, ce qui fait qu'on a envie à la fois de venir chez vous, mais aussi à la fois d'y rester, parce qu'il s'y passe quelque chose. C'est l'image. Interrogez-vous sur la manière dont finalement vos collaborateurs ont une image de vous en tant qu'employeur. Je vais vous raconter là aussi, quand je mets des focus collaborateurs dans des entreprises, je travaille au niveau de la fierté, puis j'essaie de les interroger sur ça. On voit bien qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que parfois ils sont très fiers du job qu'ils font, mais pas forcément fiers de l'entreprise dans laquelle ils le font. Donc ils sont animés par le métier, par le fait de l'exercer, parce qu'ils aiment ce métier-là, mais parfois les conditions dans lesquelles ils le font ne les rendent pas fiers. Donc vous voyez bien que c'est intéressant de se poser la question de quelle image je renvoie moi en tant qu'employeur, comment c'est perçu, parce que finalement, encore une fois, c'est un mot qui m'est cher, c'est la notion d'alignement. Je peux penser quelque chose, moi, au comité de direction, à la direction, puis finalement, la perception et les vécus sont très différents. Hein. Et parfois, il suffit de pas grand-chose, hein. C'est parfois un peu de, comme on dit, un petit coup de burette d'huile, parce que c'est de l'incompréhension, c'est des problèmes de communication. Voilà, ce sont plutôt des fois des petites choses qui méritent tout simplement d'être peut-être remettre du liant, remettre de l'écoute. Hein, et vous verrez que souvent, on sort de très belles choses en écoutant ses collaborateurs. Et puis la réputation, parce qu'en effet aussi, c'est celle qui attire. Hein. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir parfois interroger ces parties prenantes et de voir un petit peu quelle image ils ont aussi de vous. On voit bien que c'est intéressant aussi parce que vous voyez bien qu'il y a un petit système ou vertueux ou pas. C'est que j'ai interrogé l'autre jour un candidat je lui parlais d'expérience candidat. Et puis il témoignait d'une expérience tout à fait négative qu'il a vécue. Et depuis lors, parce que c'est dans le B2C, il n'achète plus le produit de l'entreprise dans laquelle il a été maltraité. Donc vous voyez, on a un effet comme ça qui peut être aussi dévastateur en termes de réputation employeur. Alors, la marque employeur, c'est bien de l'interne vers l'externe, véritablement. C'est important. Alors, j'aime beaucoup ce petit truc-là parce qu'en plus, on est en Normandie et on a quand même créé le Bifidus Actif pas loin de Caen. Donc, ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Oui, parce que finalement, attention aux fausses promesses. Faisons en sorte aussi de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Et qu'actuellement, il y a une forme de, je ne sais pas, vous le ressentez certainement, de radicalité des candidats ou des collaborateurs qui, si finalement, ils ne trouvent pas chez vous ce que vous leur avez promis, ils sont capables de partir assez rapidement. Et ils ne se posent plus la question parce qu'en plus, le marché est en leur faveur. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et je le disais, des preuves, des preuves, des preuves. Quand je dis quelque chose, je peux l'affirmer parce qu'en effet, j'ai des choses à mettre en avant. Alors, globalement, je dirais quoi? C'est que finalement, la marque employeur, c'est compliqué et pas compliqué. C'est quand même répondre à 3 questions pour devenir un employeur de choix. Pourquoi devrais-je vous rejoindre? Je vous invite à faire un truc. Vous voyez, vous avez un comité de direction, vous avez un comité de pilotage, vous avez autour de vous différentes personnes avec lesquelles qui sont un petit peu votre garde rapprochée. Posez-leur la même question et voyez ce qu'ils répondent. Voyez les éléments d'attractivité qu'ils ont de leur point de vue. Et voyez finalement si vous en parlez. Pourquoi devrais-je vous rejoindre? Qu'est-ce qui va faire que je vais venir chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie
d'y rester, de m'investir à vos côtés et de rester à plus long terme. Parce que peut-être rester à plus long terme, c'est de me dire j'ai de la mobilité, parce que je peux évoluer de manière transversale, de manière hiérarchique, peu importe, mais qu'est-ce que vous m'offrez comme possibilité de perspective pour faire un bout de chemin avec vous? Alors les facteurs clés de succès, vous l'avez bien compris, il faut une direction générale impliquée. Il est fort peu probable que si ça ne se décide pas au plus haut point, vous ayez quelque chose qui soit décliné jusqu'au terrain. C'est d'autant plus important qu'il faut prendre en compte dans une démarche comme celle-ci vos managers intermédiaires, vos chefs d'atelier, tous ceux qui ont à voir ou qui ont un moment vont être le rouage ou le relais de votre parole, des pratiques que vous allez mettre en place auprès des collaborateurs jusqu'au terrain. Souvent, c'est ce rouage-là qui manque et comment finalement je fais en sorte que ça fonctionne. C'est d'autant plus important, et j'y reviendrai, mais comment demander à des collaborateurs d'être ambassadeurs si vous n'êtes pas exemplaire? Je dis ça, la notion d'exemplarité ne veut pas dire d'être parfait, mais on est bien de dire dans « je donne l'exemple ». Et actuellement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand vous regardez un peu la désaffection des citoyens pour le monde politique, c'est parce qu'on n'a plus l'exemple, on n'a plus l'exemplarité. Et on est un peu dans la même dimension dans le monde entrepreneurial, bien évidemment. On l'a vu, identifier ce qui me réunit et mobilise en interne, les éléments de fierté, les éléments de valeur, tout ce qui fait sens commun, hein, redonner du sens, l'utilité. On voit bien qu'actuellement, c'est quelque chose qui est important. Petite encore anecdote, parce que j'aime bien illustrer mes propos. Je pratique aussi souvent comme ça en atelier quand je demande « Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin et à venir dans cette entreprise ?» Moi, il y en a un qui m'a dit « Moi, il y a un truc qui m'énerve le plus, hein, parce que c'était les leviers de motivation et les irritants, c'est que moi, ma machine, elle ne fonctionne pas. Tous les matins, j'arrive et il y a un dysfonctionnement. Alors, je ne peux pas faire mes objectifs, je patiente, de toute façon, chez nous, on ne fait que du curatif et pas du préventif, et finalement, je rentre chez moi en ayant ce sentiment de ne pas avoir été utile. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Je rentre chez moi avec cette frustration de ne pas avoir fait mon métier. Alors parfois, ça ne passe que par là. On parlait des conditions de travail, mais c'est comment mon outil de travail me permet de bien faire mon travail. Ça, c'est extrêmement important dans la notion de sens de la mission. Comment je contribue, moi aussi. On me donne un objectif, il y a un objectif peut-être personnel, collectif, d'entreprise, mais comment j'y contribue si mon machine ne fonctionne pas, hein? Voilà. S'appuyer sur des données objectives, oui, de plus en plus. L'ARH, ça va être aussi de la data. L'ARH, c'est aussi comment je capitalise sur toutes les informations qui sont les miennes. Est-ce que j'ai mis un rapport d'étonnement? Est-ce que je m'interroge, par exemple, j'interroge mes nouveaux entrants un peu de temps après leur arrivée pour comprendre comment ils fonctionnent, pour améliorer mon process? Est-ce que finalement ils font partie d'une école particulière? Est-ce qu'ils sont alumni? Qu'est-ce qui va faire quelles sont leurs pratiques? Est-ce que finalement jusqu'à présent, je n'ai mes infos sur Facebook. C'est peut-être plus sur Facebook que je dois les mettre. Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils font? Comment je peux améliorer mes process qui vont me donner un certain nombre d'informations pour réaiguiller, réorganiser peut-être mes pratiques? Se centrer sur l'expérience, c'est la symétrie des attentions dont on parlait tout à l'heure. On parle bien d'expérience client. Vous voyez bien qu'on veut toujours nous faire vivre une expérience. Quelle expérience on fait vivre à nos candidats et à nos collaborateurs? Et donc là, je ne sais pas si je vais me rapprocher de vous, mais qui peut peut-être me parler d'une expérience qu'il a vécue en tant que collaborateur, candidat, qui l'a marqué? Ou alors, je vais poser une autre question. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire expérience? Vous diriez quoi? Quel mot spontanément vous vient à l'esprit quand on parle d'expérience? Pas plusieurs à la fois, hein. Moi, aujourd'hui, à mon âge, le mot expérience veut dire chômage, tout simplement. Sur avoir trop d'expérience, et c'est par les statistiques de la perte, Oui. qui ont démontré par rapport aux différents secteurs d'activité, pas forcément bien, une personne qui est surqualifiée a moins de chances d'être trouver du travail. Oh, c'est tristoun, ça. Oh, c'est tristoun. Monsieur nous disait que expérience pour lui, trop d'expérience voulait dire chômage, c'est-à-dire que l'expérience n'était plus prise en compte et finalement, voilà, hein, ça pose. Oui, j'entends ce que vous dites.
Ouais. Oui, oui, j'entends bien. Je pourrais vous... Mais donc pour vous, l'expérience, c'est l'acquis, c'est le savoir-faire, c'est les compétences acquises au fur et à mesure des... Voilà. D'accord. Mais quand on parle par exemple d'expérience client, vous dites quoi? Quand on parle d'expérience client, qu'est-ce que ça vous amène à penser? Alors, je ne voulais pas vous emmener sur ce terrain, mais c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, finalement, quand on vit une expérience, on vit un moment particulier. On essaie finalement de vous faire garder un souvenir de l'expérience. Soit l'expérience elle est positive, soit elle est négative. Et moi, je renvoie beaucoup la notion d'expérience à la notion d'émotion. Quelle émotion on m'a fait vivre? J'illustre, alors vous allez voir, c'est un petit peu à la serpette ce que je suis en train de dire, mais pour autant, j'ai plein de candidats qui me l'ont dit. Combien de candidats sont venus arriver à l'accueil de l'entreprise et ils n'étaient pas attendus? Combien de candidats n'ont pas eu leur EPI? Combien de candidats ont été laissés là? Tu commences, puis à la fin de la journée, il s'est dit « je reste ou je reste pas ?» Ce que je veux dire par là, c'est qu'une expérience, si elle est vécue de manière, et si l'émotion qui a été ressentie a été négative, c'est empreint, il y a une trace qui reste. Et cette trace, finalement, elle alimente la réputation dont on parlait tout à l'heure. Par contre, si vous mettez en place toute une série de petites choses, parfois c'est simplement ce qu'on appelle des rituels hein, ou des marques d'attention, bah finalement, l'expérience que l'on vit, elle va être différente. Regardez l'expérience que l'on peut vivre dans un hôtel, dans un restaurant. On voit bien aussi les petites attentions qui nous sont portées. Vous allez régulièrement dans un restaurant, vous êtes fidèle, on vous offre le café. C'est le petit truc qui fait... Voilà. Vous allez dans l'autre où finalement, en tant qu'entreprise et de dirigeant, ça fait des années que vous emmenez vos clients et il n'y a pas un geste. Vous dites, voyez, c'est toutes ces petites choses-là qui font que ce qui se passe dans votre entreprise se passe peut-être pas à côté. C'est ce qui fait la culture d'entreprise. Donc l'expérience, c'est véritablement des choses intéressantes à regarder et de voir comment c'est vécu chez vous pour peut-être réorganiser, proposer d'autres choses. Alors comment ça se construit? C'est une démarche projet. Hein, tout simplement. Et alors évidemment, elle peut être adaptée aux enjeux stratégiques qui sont les vôtres, hein, parce que ça peut être réduire du turnover, et donc je vais plutôt travailler, entre guillemets, ma fidélisation, et je vais aller voir les causes du turnover. Je peux faire rapidement face à un besoin en volume, et là, comment je mets en place un certain nombre d'actions, peut-être aussi, du coup, avec des cabinets de recrutement, avec des cabinets d'intérim qui vont venir compléter mon dispositif. Je peux aussi aller chercher des éléments d'engagement et d'appartenance. Et finalement, tout ça, on va devoir diagnostiquer. Alors, ça peut être... plus ou moins important, l'entreprise met le curseur là où elle le souhaite, hein. Ça peut être des enquêtes collaborateurs, ça peut être un diagnostic de vos pratiques RH, faire une photographie, un instant T de ce que vous faites en termes de politique de rémunération, politique de formation, de mobilité. On va aller examiner tout ça et de voir un petit peu de quoi il retourne pour capitaliser sur vos bonnes pratiques. Et puis finalement, à côté de ça, aller voir les points d'amélioration. C'est un benchmark concurrentiel. Toujours intéressant d'aller voir ce que fait le copain d'à côté. Hein, parce que peut-être qu'il a des pratiques différentes des vôtres et que si on va chez lui, il y a quelque chose qui s'y passe, hein, peut-être même en communication ou en fonctionnement. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. C'est une conviction, vous l'avez bien entendu, c'est que je pense qu'il est intéressant de se poser la question de ses valeurs. Quelles sont-elles? Qui je suis moi, hein, en tous les cas? Et puis du coup, de construire sa promesse employeur et de répondre à la question « Pourquoi venir me rejoindre ?» Donc finalement, en faisant tout ça, vous allez chercher ici des éléments de fierté, des éléments de preuve, vous allez chercher des verbatims, des témoignages, toute une série de choses qui existent chez vous. Hein. Je peux vous assurer qu'il y a plein de choses qui existent dans vos entreprises. Les entreprises sont formidables et les collaborateurs, quand on s'y intéresse, ont plein de choses à dire intéressantes. Et puis, vous allez pouvoir après mettre en place une feuille de route pour vous accompagner. Alors, très rapidement, fini, ça va être terminé. Finalement, les 5 éléments majeurs de la marque employeur, vous en avez tous une. Donc déjà, c'est pas insurmontable, c'est pas un gros mot et c'est pas que pour les grosses boîtes. Hein, il faut parfois juste se prendre ce petit temps pour écrire, formaliser, dire qui vous êtes et puis donc l'améliorer et la diffuser. C'est surtout ça, c'est que comment je donne à voir ce que je fais en interne à l'externe. Elle s'appuie sur des éléments prouvés, oui, il faut mettre en avant des preuves.
pour être légitime, pour être crédible. Elle est structurée comme n'importe quelle démarche. C'est une démarche projet. Elle doit être structurée. Elle doit mettre en place des indicateurs pour voir si en effet ce qu'on met en place, nos investissements, nos démarches sont en alignement. C'est un sujet de direction générale. Je vous invite aussi dans ces cas-là, si vous avez... si votre entreprise est structurée, c'est de voir aussi d'intégrer la communication dedans, parce que souvent aussi, ça fait bon ménage avec la RH et on a besoin de la communication pour peut-être mieux packager notre offre RH. Et puis, elle est unique, elle est exigeante. C'est peut-être ça la différence, c'est ça là où il faut aller chercher ce qui fait vraiment ce que vous êtes, cette singularité qui va vraiment vous démarquer, vous différencier. Et donc, comme chaque entreprise est unique, allez chercher un peu, en effet, ce qui est unique chez vous. Je vous remercie beaucoup et j'espère vous avoir apporté quelques éclairages et quelques éléments qui vont vous permettre peut-être de faire le petit pas de côté et changer les pratiques. Merci beaucoup.